En même temps, il est fort important de parler de nouvelle guerre froide parce qu'on ne peut pas vraiment dire que la Russie d'aujourd'hui, sous Poutine, soit un régime communiste. Donc ça, c'est une différence déjà que je tenais à souligner. Et ce dont j'aurais bien aimé parler aujourd'hui en particulier, c'est de la politique étrangère russe, celle qui remonte à la fin de l'URSS, parce que la politique étrangère russe actuelle découle directement de celle de la fin des années 80, début des années 90, lorsque l'URSS s'est effondrée. Et cela vient du fait que Moscou, encore aujourd'hui, se sent le descendant, ou la descendante plutôt directe de ces grands empires. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la Russie essaye à tout prix de revenir sur la scène internationale. Mais je voudrais parler par étapes. Donc on va d'abord remonter à la fin de l'URSS en 1991. Et c'est à ce moment-là précis que la communauté des États indépendants a été créée. C'est un moment important parce que c'est ainsi que la Russie a tenté de rassembler certains États dans cette région du monde pour les garder quand même un peu sous sa coupe. Donc l'idée c'était de créer une alliance où tout le monde a une voix, mais que s'est-il passé avec les années? On a découvert que finalement qui dictait la politique de la communauté des États indépendants, c'était la Russie seule. Et bien sûr, la Russie avait tout intérêt à faire cela parce que parmi les membres de la communauté des États indépendants, il y avait des États qui avaient une population russophone très importante. Si on prend l'exemple de l'Ukraine, par exemple, encore aujourd'hui, il y a 20% de la population en Ukraine qui est russe. Et pour le Kazakhstan, ce chiffre s'élève même à 30%. Donc la Russie a des intérêts certains dans cette région du monde. Je peux vous donner plusieurs exemples où la Russie a un peu fait cavalier seul alors qu'elle était censée concerter davantage les membres de la communauté des États indépendants. Par exemple, dans les années 1990, dans le conflit opposant la Géorgie et l'Azerbaïdjan, la CEI a dû intervenir, mais finalement il n'y avait que la Russie qui voulait véritablement qu'il y ait une intervention. Puis après, plus tard, la Russie a fait le choix de soutenir la minorité arménienne dans le Haut-Karabakh en Azerbaïdjan, puis par la suite encore de soutenir le mouvement séparatiste d'Abkhazie en Géorgie. Au bout d'un moment, au sein de la CEI, il y a une espèce d'inégalité qui a commencé à se mettre en place, une inégalité des forces, ce qui a fini par déplaire aux autres États membres de la communauté des États indépendants. Et ces États membres ont juste commencé à se tourner vers d'autres alliés. C'est à ce moment-là, notamment, que l'Ukraine a commencé à se tourner vers l'OTAN, vers l'Union européenne, avec l'espoir d'y adhérer un jour. Le Turkménistan, par exemple, a approfondi ses relations avec l'Iran. Et d'autres États, comme l'Azerbaïdjan, ont conclu des accords pétroliers avec des entreprises occidentales. Et au vu de tous ces changements, la Russie n'est pas restée les bras croisés, elle a décidé de réagir. C'est ainsi qu'au niveau régional, elle a créé une union douanière avec d'autres États, comme la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Elle a tenté par tous les moyens d'essayer d'asseoir son influence dans cette région, mais avec ses limites forcément. Et puis il y a un événement qui est venu changer la donne de façon assez drastique. Cela a été les événements tragiques du 11 septembre. Donc après les attaques terroristes, le sentiment traditionnel qui prévalait en Russie, qui était plutôt anti-américain, a fortement changé. Et dans ce changement, Moscou y a beaucoup gagné. C'est à ce moment-là, c'est grâce à cette phase de rapprochement entre Moscou et Washington que certains accords ont pu être créés. C'est à ce moment-là que la Russie a rejoint l'OMC. Et c'est également plus ou moins à cette époque-là qu'un conseil a été créé au sein de l'OTAN, le conseil OTAN-Russie. Et petit à petit, c'est plus ou moins à partir de cette époque-là qu'on a remarqué que la Russie revenait un peu sur le devant de la scène internationale. Bon, bien sûr, la Russie a dû payer un certain prix à cela. Elle a dû laisser et céder une partie de sa sphère d'influence aux États-Unis. Par exemple, les troupes américaines ont été envoyées en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan et au Tadjikistan. Les troupes américaines étaient stationnées là-bas pour lutter pour la guerre en Afghanistan. Et le Kazakhstan, en juillet 2001, a mis des bases aériennes à disposition des États-Unis.
Il y a eu un autre événement également un peu plus tard, en vue de combattre Al-Qaïda. 200 militaires américains ont été envoyés en Géorgie pour être également stationnés là-bas. Donc, malgré ce rapprochement entre les États-Unis et la Russie, il y a tout de même encore et toujours un paradoxe dans la politique étrangère russe, c'est qu'elle continue à entretenir des relations avec des pays considérés comme faisant partie de l'axe du mal. Donc là, je parle de la Corée du Nord, de l'Iran ou encore de l'Irak. Et puis depuis quelque temps, cela fait assez peu de temps déjà qu'on parle de cette nouvelle guerre froide. Un certain nombre d'incidents ont eu lieu. Par exemple, l'OTAN veut installer des batteries de missiles en Roumanie. Il y a eu également quelques incidents en mer Baltique, ainsi que de nombreuses manœuvres aux frontières est de l'Europe. Et tous ces événements commencent à sérieusement inquiéter la Russie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on peut raisonnablement parler effectivement d'une nouvelle guerre froide. Voilà. Merci beaucoup, Mme Dria, pour cette intervention passionnante. Les interprètes changent.